Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est enfin le printemps. Et du coup je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour faire le point sur mes meilleures lectures de l'hiver 2021. Donc j'ai sélectionné toutes mes meilleures lectures, c'est-à-dire toutes les lectures que j'ai notées entre 4 et 5 étoiles sur la période allant du 21 décembre 2020 au 20 mars 2021. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous montrer ces lectures, je vais d'abord vous expliquer mon système de notation. Je note mes livres sur 5 étoiles depuis peu, sur Livre Addict je les note toujours sur 20, mais je multiplie tout simplement le chiffre sur 5 étoiles par 4 pour avoir ma note sur 20 parce que je trouve que la notation Livre Addict ne me correspond pas tout à fait, et lorsque je notais mes livres uniquement sur 20 sans regarder ce que ça pouvait donner dans des catégories qui me correspondaient vraiment, je trouvais que je notais mes livres toujours entre 14 et 20 et c'était pas forcément très représentatif de ce que je pensais des livres, et pour moi un livre que je n'avais pas aimé, j'avais du mal à lui mettre moins de 12 qui est quand même plus que la moitié, donc ce qui n'est pas du tout logique. Du coup depuis que j'ai mon compte Instagram, et même pas tout à fait depuis que je l'ai puisque j'ai commencé un petit peu après, j'ai décidé de noter mes livres sur 5. Je trouve que c'est beaucoup plus clair, mais finalement je me rends compte que je ne vous ai jamais expliqué mon système de notation qui pour moi est surtout personnel et me permet vraiment de me repérer parmi les différentes lectures, et je pense que pour vous ce qui est le plus intéressant c'est avant tout de retenir l'avis que je vous donne sur les livres. Sur 5 étoiles je note à 5 étoiles mes coups de cœur, à 4 étoiles les livres que je trouve excellents, à 3 étoiles les livres qui pour moi sont très bons, à 2 étoiles des livres qui sont bons, plutôt moyens mais bons, et à 1 étoile ce sont des livres que j'ai trouvé mauvais, en tout cas qui m'ont déçu, fortement déçu, et à 0 étoile je ne note rien. Tout simplement parce que pour moi, un livre qui devrait rentrer dans la catégorie 0 étoile, c'est souvent un livre que je ne finis pas. Et si je ne finis pas un livre, je ne le note pas, tout simplement. Donc voilà, mon système de notation, pour moi, c'est un système qui est beaucoup plus clair. Même si parfois, je n'arrive pas trop à choisir entre deux catégories. Par exemple, j'ai trouvé qu'un livre était excellent, mais voilà, qui pourrait être un coup de cœur, mais ça n'est pas vraiment un. Je vais avoir tendance à le mettre à 4,5 au lieu de 4. Ça m'arrive très souvent de mettre des demi-notes, tout simplement parce qu'il m'arrive très souvent d'hésiter à savoir dans quelle catégorie je vais mettre chaque livre. Voilà mon système de notation de manière générale. Je trouve que c'est un système qui me correspond vraiment et un système dans lequel j'arrive à classer tous mes livres sans pour autant leur mettre tous entre 3 et 5 étoiles, parce que sinon ce n'est pas forcément représentatif des lectures. Alors oui, j'ai beaucoup de lectures que je note avec des notes assez élevées, tout simplement parce que je sélectionne très bien mes lectures et je fais en sorte de sélectionner des livres qui vont avoir toutes les chances de me plaire. Après toutes ces explications, je pense qu'on peut enfin rentrer dans le vif du sujet et je vais vous présenter toutes mes meilleures lectures de cet hiver. Vous connaissez sûrement mon amour pour les livres de Jennifer Alamanchout si vous avez regardé d'autres de mes vidéos ou si vous me suivez sur Instagram, et donc cet hiver j'ai continué la lecture de Covenant. C'est une saga que j'avais commencé il y a genre 2 ans, que j'avais lu d'affilée. Je m'étais arrêtée en plein milieu du 4e tome et voilà, j'avais pas continué tout simplement, donc je me suis dit qu'il était temps de finir cette saga, de connaître le fin mot de l'histoire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai relu le tome 3.5 dans le doute parce que je ne savais pas trop si je l'avais déjà lu ou pas. Finalement je l'avais déjà lu, je m'en suis rendu compte en le relisant. J'ai également recommencé le tome 4 depuis le début et effectivement toutes les infos me revenaient en mémoire au fur et à mesure que je le lisais. En tout cas jusqu'à la moitié, jusqu'à ce que je découvre vraiment des nouveautés, et au final j'ai eu un gros coup de cœur pour ce 4e tome et j'ai enchaîné avec le tome 5 qui pour moi a été légèrement moins bon que le tome 4. Ce n'était pas un coup de cœur mais c'était vraiment excellent et ça aurait pu être un coup de cœur à peu de choses près, donc je l'ai noté à 4 étoiles et demie. C'était vraiment génial, j'ai adoré avoir le fin mot de cette histoire et j'ai hâte de pouvoir lire le spin-off donc de la saga qui pour l'instant n'existe qu'en anglais mais sera probablement traduit très prochainement. Pour vous faire le résumé de Covenant, je vous ai repris le 1er tome cette fois-ci. Si jamais vous ne connaissez pas, c'est une saga fantastique dans laquelle on va retrouver des êtres divins donc issus de la mythologie grecque. Il y a également donc des hématoi qui sont des êtres de sang pur, donc descendants des dieux et qui ont des pouvoirs divins. Ces êtres particuliers sont capables de maîtriser les 4 éléments, mais Alexandria est la fille d'une hématoi et d'un humain tout simplement. Elle est donc une sang mêlée et n'a pas de pouvoir divin. Elle va être formée pour devenir sentinelle puisque les sangs mêlés ont seulement 2 possibilités dans la vie, soit être esclave des sangs purs ou alors devenir sentinelle pour les protéger à tout. Pour Alexandria, c'est impensable, inenvisageable qu'elle soit une esclave, donc elle va devenir sentinelle et elle va rencontrer Aiden, un très séduisant sang pur que j'aime tout mon cœur. C'est un de mes book boyfriends et dites-moi dans les commentaires si vous aussi c'en est un, si jamais vous avez lu cette saga. Mais voilà, elle va rencontrer Aiden qui est un sang pur, ça va être très compliqué
compliqué entre eux puisque forcément, ils n'ont pas vraiment le droit d'être ensemble en fait. Les rapports entre sang pur et sang mêlé sont interdits. Et en plus de ça, Alexandria va découvrir beaucoup de choses la concernant, beaucoup de choses concernant également la fin du monde. On est vraiment dans du JLA typique que j'ai adoré et je trouve que la mythologie grecque est super bien incorporée à l'histoire. Cet hiver, j'ai également lu Campus Drivers, donc le premier tome Super Mad de C.S. Squill. C'était le premier livre de C.S. Squill que je lisais et franchement j'ai pas été déçue de ma lecture, au contraire, ça a été une excellente lecture à laquelle j'ai mis une note de 4,5 sur 5 parce qu'elle aurait presque pu être un coup de cœur. Il manquait juste un tout petit rien du tout qui aurait fait la différence, mais franchement ça aurait pu en être un et j'espère que c'en sera un pour peut-être le tome 2 ou le tome 3, je ne sais pas, mais en tout cas c'était une excellente lecture. Ici on y retrouve Lane qui est le cofondateur de l'entreprise Campus Drivers. C'est une entreprise de taxi pour les étudiants et en particulier les étudiantes. Ainsi il fait beaucoup de rencontres mais garde pour seul objectif dans sa vie de ne pas s'attacher aux filles jusqu'au jour où il va rencontrer Loïs sur son palier qui vient d'être largué par son voisin et qu'il va l'héberger sur son canapé. Loïs et Lane vont apprendre à se connaître, devenir d'abord amis puis se rendre compte qu'il y a un peu plus entre eux. J'ai adoré cette romance, elle prend son temps pour se développer, c'est très agréable à lire et on a le temps de s'attacher aux personnages et de tomber amoureux en même temps qu'eux. J'ai également lu les 2 premiers tomes de la saga Keleana, donc Throne of Glass en anglais, donc de Sarah J. Maas, ici publié chez La Martinière Jeunesse. J'ai adoré ces lectures, franchement c'était génial. Le premier tome, Keleana l'assassineuse, est un livre que j'ai adoré, ça a été une excellente lecture à laquelle j'ai mis 4 étoiles. C'est une très bonne entrée en matière dans l'univers de Keleana, mais voilà, il y avait quelques petites choses qui m'avaient dérangé, ce n'était pas grand chose. J'ai trouvé que on n'avait pas une magie qui était suffisamment développée dans le roman. J'ai trouvé également que le triangle amoureux n'était pas forcément très justifié et n'avait pas tout à fait son sens dans ce premier tome. J'ai trouvé aussi que Keleana n'était pas suffisamment assassineuse à mon goût, pas suffisamment sombre comme je l'aurais attendu. Mais à part tout ça, c'était génial et tout était très bon. Et du coup, j'ai lu le tome 2 en février, je vous en ai parlé dans mon bilan lecture du mois de février, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous êtes intéressé. Je vous le mettrai dans le petit et en barre d'infos. Et donc, Keleana, le deuxième tome, ça a été un gros coup de cœur cette fois-ci, puisque les 3 points un peu négatifs que je venais de vous présenter juste avant m'a été complètement rattrapé dans ce tome. On n'a plus le triangle amoureux, Keleana est beaucoup plus sombre et surtout la magie prend vraiment une ampleur dans ce tome et j'espère vraiment que ce sera quelque chose de développé encore plus dans les tomes d'après parce que j'ai adoré ça et j'aime beaucoup cet univers de fantasy, il est très original sans pour autant nous donner toutes les clés depuis le début et on le découvre vraiment petit à petit au fur et à mesure de la lecture des tomes et j'ai hâte justement de lire les tomes suivants pour en découvrir un peu plus encore. Et donc pour le résumer, si jamais vous ne connaissez pas l'histoire de Keleana, c'est une assassineuse qui a été enfermée dans une mine de sel pendant 1 an, c'est la plus grande assassineuse du royaume d'Ardalan et donc le prince d'Orient va venir la libérer de la mine de sel pour qu'elle concourt dans un combat à mort pour devenir le bras droit du roi, enfin comment ils appellent ça, le champion du roi et ainsi elle va pouvoir gagner sa liberté en étant champion du roi pendant 4 ans. Pour ça elle doit donc combattre à mort dans un concours et si elle gagne ce combat elle devra exaucer tous les souhaits du roi pendant 4 ans pour ensuite être libre. C'est un livre que j'ai adoré puisque en plus de ça on y découvre beaucoup d'aspects de magie dont la magie a été bannie du royaume d'Ardalan par le roi et refait surface petit à petit. On y découvre aussi des personnages très intéressants, il y a de nombreux personnages, il se passe beaucoup de choses et je trouve que Keleana est vraiment un personnage gris plein de nuances qui certes n'est pas suffisamment sombre à mon goût dans le premier tome mais l'est beaucoup plus dans le deuxième et se développe encore plus. Et donc pour moi ce sont une excellente lecture pour le premier tome et un gros coup de cœur pour le deuxième tome. Ensuite en février j'ai lu The Bone Season de Samantha Shannon paru ici chez De Saxus. Ça a été une excellente lecture à laquelle j'ai mis une note de 4,5 sur 5 parce que c'était presque un coup de cœur mais pas tout à fait, on était vraiment à peu de choses près. Je pense que ce qui a freiné cette décision ça a été tout simplement le fait qu'il y a beaucoup de vocabulaire propre à l'univers dans ce livre qui sont certes expliqués dans le lexique mais que j'aurais aimé pouvoir comprendre dès ma première lecture sans avoir à chercher dans le lexique. À part ça cette histoire est géniale. C'est l'histoire de Paige, une clairvoyante et plus précisément une marche-rêve donc qui peut pénétrer l'esprit des gens qui travaillent pour une société secrète souterraine dans les rues de Sion, Londres en 2050.
1939. À cette époque, les clairvoyants sont bannis de la société, ils sont chassés et tués comme pas permis, et donc c'est vraiment compliqué pour Paige. Elle doit garder son existence secrète et surtout ne pas dévoiler qu'elle est une clairvoyante. Le problème, c'est qu'un jour ça va être découvert et elle va être déportée dans un camp de clairvoyants qui est régi par des Rephaim, une espèce toute particulière qui utilise les clairvoyants à leur propre fin. Paige va ainsi apprendre à développer son pouvoir pour qu'il serve les Rephaim, mais surtout, avant toute chose, pour essayer de s'échapper de ce sinistre endroit grâce à la maîtrise de son pouvoir. C'est une histoire que j'ai adorée, j'ai hâte de lire la suite et j'ai déjà précommandé le tome 2. Si jamais vous êtes intéressé de savoir quelles sont les sorties du printemps qui me font le plus envie cette année, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait dernièrement et que je vous mets dans le petit. Cet hiver, j'ai également lu Grisha de Leigh Bardugo, paru ici dans l'édition France Loisirs. C'est l'intégrale des 3 tomes et la couverture s'est un petit peu effacée avec le temps. C'est dommage, pourtant elle était très jolie, vraiment magnifique. J'avoue que ça me déçoit un petit peu ça, mais rien à voir avec l'histoire. C'est une histoire que j'ai vraiment bien aimée et en particulier le premier tome qui a été un gros coup de cœur pour moi. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré les retournements de situation qui m'ont vraiment surprise. Leigh Bardugo joue avec nous et nous emporte dans tous les sens. C'est vraiment très agréable, mais pourtant je me suis pas vraiment attachée à Mal et Alina. Ça n'a pas été des personnages que j'ai appréciés plus que ça. Néanmoins, il y a quand même le Darkling et Nikolai qui font toute la différence et qui sont des personnages que j'ai adorés, et grâce à eux j'ai pu lire Grisha jusqu'au dernier tome et apprécier quand même cet univers, même si parfois il y avait des longueurs. C'est une histoire dans laquelle on va retrouver un royaume envahi par des ténèbres, donc le Shadowfold, dans lequel se terrent des créatures maléfiques. Alina et Mal pensent être humains depuis toujours, et un jour, en traversant ces ténèbres, Alina va sauver la vie de Mal en faisant quelque chose de tout particulier. Elle va invoquer la lumière. Elle est en réalité une Grisha, donc une sorcière qui contrôle les éléments, et elle contrôle un élément tout particulier que personne ne contrôle. L'avenir du monde repose sur ses épaules puisque la lumière combat les ténèbres et elle est la seule au monde à avoir ce pouvoir-là. Le seul problème, c'est que je me suis pas tellement attachée à Alina et à Mal, je les ai trouvés un petit peu agaçants, mais heureusement on y trouve plein d'autres personnages secondaires dans cette histoire, en particulier le Darkling et Nikolai que j'aime de tout mon cœur, et j'ai vraiment hâte de retrouver Nikolai dans King of Scars très prochainement. Cet hiver, j'ai également lu The Cruel Prince et The Wicked King, ici les 2 premiers tomes donc de la trilogie The Folk of the Air de Holly Black, paru chez Little Brown. Ces livres sont également traduits en français, en tout cas le premier tome l'est déjà et le deuxième le sera au cours du mois d'avril, je crois pour la mi-avril, donc très bientôt. Le premier tome a été pour moi une excellente lecture à laquelle j'ai mis une note de 4 étoiles. On y retrouve ici Jude, une humaine qui, après la mort de ses parents, va se retrouver déportée dans un univers de fae et va y vivre toute sa vie. 7 ans plus tard, elle y est toujours avec ses sœurs et cherche à se faire une place à la cour. Ainsi, elle va se rapprocher donc du prince Cardan qui lui déteste les humains au possible. C'est vraiment pas un endroit pour les humains là-bas, et pourtant Jude va se faire une place comme elle peut en utilisant beaucoup de complots politiques, etc. Et c'est très intéressant, j'adore voir l'intrigue se développer. On ne sait jamais où Holly Blake veut nous emmener. En plus, la VO est plutôt accessible et surtout j'aime la plume d'Holly Blake qui est très agréable à lire et presque même poétique. Comme je vous l'ai dit, on y retrouve beaucoup de complots politiques et je trouve ça très intéressant, mais en plus de ça, on y retrouve surtout une romance Enemies to Lovers qui est un type de romance que j'aime énormément. Après la lecture du premier tome, j'ai donc enchaîné avec le deuxième tome, c'était obligé, je ne pouvais pas m'empêcher de lire la suite et de connaître la suite des histoires de Jude et Cardan. Ce deuxième tome auquel j'ai mis une note de 4,5 sur 5, c'était presque un coup de cœur, il manque vraiment pas grand chose. Encore une fois, je n'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter à la fin du deuxième tome et j'ai enchaîné avec le tome 3 que je suis en train de lire. Si ça se trouve, celui-ci sera un coup de cœur, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était une excellente lecture encore une fois et j'ai adoré découvrir cet univers. Je pense que c'est un univers qui restera marqué dans mon esprit pendant très longtemps. Cet hiver, j'ai également lu Six of Crows et Crooked Kingdom, toujours de Leigh Bardugo. Ici, on est donc dans l'univers de Grisha, 2 ans après les aventures d'Alina et Mal, et on y suit 6 bandits, contrebandiers, malfrats, etc. C'est un univers dans lequel on va suivre des personnages gris, des personnages qui n'ont pas forcément des bonnes morales, qui vont faire les choses pour gagner de l'argent avant tout. C'est quand même très intéressant, je trouve que c'est très bien développé, les personnages sont hyper bien développés. On a 6 personnages qui sont excellents, très bien développés, tous pleins de nuances et auxquels on peut s'attacher sans problème. Moi-même, je me suis attachée pratiquement aux 6 personnages et c'est peut-être une des raisons qui a fait que j'ai trouvé le premier tome, donc Six of Crows, un petit peu long au début, en tout cas un peu long à se mettre en place puisque l'action commence vraiment à partir de la moitié du roman. Le début est vraiment là pour nous introduire les personnages, l'univers, le lien entre eux et comment ils se retrouvent assignés à leur mission. C'est un premier tome auquel j'ai mis en réalité une note de 3,5, mais je vous en parle quand même dans cette vidéo tout simplement parce que j'ai
j'ai enchaîné tout de suite après avec Crooked Kingdom, que j'ai vraiment préféré au premier, auquel j'ai mis une note de 4,5 sur 5, et je pense sincèrement en fait que ces deux tomes là sont vraiment indissociables, et pour moi en fait ils devraient avoir une note globale de 4. Alors certes le début de Six of Crows est un petit peu long, mais une fois l'action lancée, tout s'enchaîne, et le deuxième tome, donc Crooked Kingdom, commence donc dans la continuité du premier. Pour moi ils sont vraiment indissociables. Dans le deuxième tome on y découvre un peu mieux deux autres personnages qui n'étaient pas totalement approfondis dans le premier. Je pense sincèrement que ce sont deux tomes qui ne peuvent pas être dissociés, et pour moi j'y mets une note globale de 4 étoiles pour les deux tomes. Donc voilà, c'est tout pour mes meilleures lectures de cet hiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées de lecture. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos les liens des livres si vous voulez en savoir plus, donc en lisant les résumés, et surtout n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram pour avoir mes avis de lecture au fur et à mesure que je les poste. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!